Voici les preuves qu'Alassane Ouattara va mourir avant décembre, affirme-t-il. Selon lui, il le dit avec certitude, il l'assume clairement et prétend avoir des preuves à l'appui. Il affirme même que des médecins auraient révélé qu'il ne lui resterait plus beaucoup de temps à vivre. Mais alors, pourquoi cette révélation choque-t-elle autant la Côte d'Ivoire? Et quel lien avec une possible dissolution prochaine de l'Assemblée nationale? Mesdames et messieurs, voici l'une des révélations les plus controversées du moment. Une affaire qui trouble actuellement toute la Côte d'Ivoire. Restez bien concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir tous les détails, les vérités cachées et les zones d'ombre autour de cette déclaration. Depuis plusieurs semaines maintenant, une question circule en silence dans les couloirs du pouvoir, sur les réseaux sociaux, dans les marchés et dans les foyers. Où est passé le président Alassane Ouattara? Pas une apparition publique et spontanée, pas une allocution directe face caméra, pas un live improvisé, rien. Seulement des images dont l'authenticité est remise en cause, des photos retouchées selon certains observateurs et des vidéos qui soulèvent plus de questions qu'elles n'en résolvent. La direction de la communication de la présidence ivoirienne, pourtant réputée efficace depuis 16 ans de règne, semble aujourd'hui tétanisée face à une rumeur qui grossit comme une vague. Et pendant ce temps, un homme monte, silencieux hier, omniprésent aujourd'hui. Tené Birahima Ouattara, le vice-premier ministre, se retrouve soudainement sous les projecteurs. Des tissus à son effigie circulent, des distinctions lui sont remises. On en fait l'homme du moment. Ce basculement soudain dans la mise en avant d'un homme qui était jusqu'ici dans l'ombre totale du président ne passe pas inaperçu. Et pour beaucoup d'Ivoiriens, ce changement de configuration n'est pas anodin. Jamais. Quand un président disparaît de l'espace public, son silence devient lui-même un message politique. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire en offre d'ailleurs un exemple saisissant. Lorsque Amadou Gon Coulibaly, premier ministre pressenti pour la succession, était hospitalisé, la présidence n'avait pas hésité à le sortir littéralement de son lit pour organiser une visioconférence avec le chef de l'État. Quand cette visioconférence n'avait pas suffi à calmer les rumeurs, on l'avait contraint à tenir une conférence de presse debout, malgré sa respiration difficile, malgré son état visible de faiblesse. L'objectif était simple, prouver par l'image que l'homme était vivant, que le pouvoir tenait, que rien n'était brisé. Mais aujourd'hui, face aux rumeurs qui entourent Alassane Ouattara lui-même, cette même présidence qui avait su réagir avec détermination semble curieusement paralysée. Aucune apparition spontanée, aucune image non préparée, aucun geste simple et naturel qui permettrait de clore le débat en quelques secondes. Filmer son arrivée à un conseil des ministres, le montrer en train de saluer ses collaborateurs. Rien de tout cela. Et cette paralysie, pour beaucoup d'observateurs, est en elle-même une réponse. Ce vide au sommet de l'État ivoirien n'existe pas dans un contexte ordinaire. La Côte d'Ivoire s'approche d'une élection présidentielle. Les mois qui viennent seront décisifs. Et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, suit cette évolution avec une attention particulière. Non pas par curiosité politique, mais parce que des centaines de milliers de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire et que le président du Faso connaît mieux que quiconque ce que les crises ivoiriennes ont coûté à son peuple. Les opérations BT, les violences post-électorales, les années de déchirement. Tout cela a laissé des cicatrices profondes chez les Burkinabés établis en terre ivoirienne. Traoré le dit sans détour. Il ne souhaite pas que l'instabilité revienne, pas pour des raisons diplomatiques de façade, mais parce que ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Pourtant, entre Ouagadougou et Abidjan, la tension est palpable, et elle ne date pas d'hier. Quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir le 30 septembre 2022, Alassane Ouattara avait été l'un des premiers chefs d'État à l'appeler. Les relations semblaient pouvoir se construire. Le frère du président ivoirien avait même effectué 2 visites à Ouagadougou. Mais très vite, une ligne de fracture est apparue. Ouattara voulait que le Burkina s'inscrive dans une certaine trajectoire politique régionale. Traoré, lui, avait décidé de faire une révolution. Et une révolution, par définition, ne suit pas les trajectoires tracées par d'autres. Alors les relations se sont dégradées, progressivement, puis brutalement. Ce qui a achevé de briser le dialogue, c'est ce que Traoré nomme sans ambiguïté. La Côte d'Ivoire abrite, protège et finance des ennemis du Burkina Faso. Des opposants burkinabés, des déstabilisateurs actifs, sont installés à Abidjan, affichés, rémunérés, logés confortablement.
Le président du Faso ne parle pas en termes vagues. Il affirme savoir de quoi il parle. Et il va plus loin encore, en soulevant une question qui dérange profondément. Comment expliquer que les groupes terroristes qui ravagent le Burkina, le Mali et le Niger s'arrêtent miraculeusement à la frontière ivoirienne? Pas une attaque majeure, pas une incursion sérieuse, comme si une ligne invisible les protégeait. Pour Traoré, la réponse est claire. Il existe un pacte de non-agression entre le pouvoir d'Abidjan et les forces terroristes. Et un pacte de non-agression, dit-il froidement, transforme automatiquement un pays en base arrière. Ce n'est pas une accusation lancée dans la chaleur d'un discours. C'est une analyse stratégique, et elle est glaçante. Mais derrière cette guerre diplomatique déclarée, il y a aussi une réalité militaire que peu de gens connaissent vraiment. Ibrahim Traoré a hérité d'une armée exsangue. Quand il a pris le pouvoir, les stocks de munitions étaient catastrophiques. Moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov pour toute l'armée nationale. Une centaine d'armes à peine en dotation effective. Des soldats envoyés au front sans équipement. Des officiers qui ne comprenaient pas eux-mêmes pourquoi ils se battaient, ni contre qui, ni pourquoi. C'était ça, la réalité du Burkina Faso en 2022. Un pays en guerre avec une armée qui n'avait pas les moyens de faire la guerre. Et quand Traoré a commencé à chercher des armes, les grandes puissances occidentales ont refusé de lui en vendre. Certaines sont même allées jusqu'à lui proposer un accord insensé. Accepter que des puissances étrangères soutiennent les terroristes en échange d'un soutien parallèle au régime. Une offre qu'il a rejetée avec mépris. Puis il a regardé ailleurs, vers Moscou, vers Pékin, vers Téhéran. Et les armes sont arrivées. Aujourd'hui, la montée en puissance de l'armée burkinabé est réelle et documentée. Entre 10 000 et 15 000 recrues par an. Des équipements lourds qui entrent régulièrement dans le pays. Une industrie de défense nationale en construction. Des étudiants envoyés en Russie, en Chine, en Iran pour apprendre les technologies militaires avancées, y compris dans le domaine atomique. Traoré parle d'une troisième phase. Ne plus acheter les armes, mais les fabriquer sur le sol burkinabé, avec des mains burkinabées. Et il annonce, avec une confiance qui surprend, qu'une force nouvelle est en train de prendre forme en silence. Il l'appelle un albatros noir. Il refuse d'en dire plus, mais le message est clair. Quelque chose de décisif se prépare. Ce contexte militaire éclaire d'ailleurs d'une lumière différente les accusations portées contre la Côte d'Ivoire, car pour Traoré, l'encerclement de l'Alliance des États du Sahel n'est pas une métaphore, c'est une réalité géographique et stratégique. Un camp militaire français à Odiéné, en Côte d'Ivoire, à quelques kilomètres des frontières maliennes et burkinabé. Des unités sénégalaises déployées aux frontières du Mali. Le Bénin qui multiplie les provocations aux frontières du Niger et du Burkina. Et dans ce tableau, les 6 agents burkinabés arrêtés en Côte d'Ivoire, que certains qualifient de civils, de commerçants, font partie d'un schéma plus large. Traoré ne les défend pas aveuglément. Il reconnaît que franchir une frontière étrangère expose à des conséquences. Mais il soulève une question d'équité. Quand des gendarmes ivoiriens avaient franchi en armes la frontière burkinabé, il avait personnellement ordonné leur libération sur demande du ministre ivoirien de la Défense, dans un esprit de fraternité militaire. En retour, il espérait que ses propres ressortissants soient traités de la même manière. Quelques jours plus tard, l'un d'eux mourait dans une cellule ivoirienne. Les autres sont toujours détenus. Et pourtant, même dans ce climat de rupture totale entre les gouvernements, quelque chose résiste au niveau des hommes. Les militaires, eux, continuent de coopérer. Traoré raconte, sans en faire un titre de gloire, comment, un samedi, il a reçu une alerte des forces armées béninoises signalant un regroupement terroriste à leurs frontières. Sans passer par le niveau politique, sans attendre des autorisations diplomatiques, les armées ont communiqué directement. Les drones burkinabés ont décollé, les terroristes ont été localisés, la frappe a eu lieu, l'attaque a été avortée. Ce n'est pas un cas isolé, cela se passe régulièrement, parce que les soldats, eux, savent que la menace est commune, que les terroristes ne respectent pas les frontières, et que pendant que les dirigeants se font la guerre dans les salons feutrés et les conférences de presse, les hommes de terrain trouvent des solutions concrètes pour sauver des vies. Cette fracture entre la logique du terrain et la logique du pouvoir est précisément ce que Traoré dénonce depuis le début. Il parle d'une diplomatie de l'hypocrisie qu'il refuse d'adopter, de chefs d'État qui se sourient en public pendant que leurs services travaillent à se déstabiliser mutuellement. Il préfère ce qu'il appelle la franchise du soldat, dire ce qui ne va pas, nommer les problèmes, assumer les conséquences.
Cette posture lui a coûté des relations diplomatiques. Elle lui a valu des accusations de brutalité politique. Mais elle lui a aussi gagné quelque chose que peu de dirigeants africains possèdent aujourd'hui. Une crédibilité populaire qui dépasse les frontières de son propre pays. Un sondage commandé par un grand média africain et publié malgré des résultats visiblement inattendus pour ses commanditaires révèle une réalité troublante pour les adversaires de l'Alliance des États du Sahel. Dans des pays aussi éloignés de la révolution burkinabé que le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et même la Côte d'Ivoire, les populations approuvent massivement ce qui se construit au Sahel. En Côte d'Ivoire, 66% des personnes interrogées expriment une opinion favorable à l'Alliance. 66%. Dans un pays dont le gouvernement est officiellement l'un des adversaires les plus virulents de cette alliance. Traoré ne s'en étonne pas. Il l'explique simplement. Les peuples d'Afrique de l'Ouest sont liés. Ils partagent les mêmes familles, les mêmes histoires, les mêmes rêves. Ce sont les colonisateurs qui ont tracé des frontières artificielles pour les diviser. Quand ces peuples voient des hommes essayer de s'unir, de reprendre le contrôle de leur destin, de refuser la tutelle étrangère, ils reconnaissent quelque chose qui leur appartient. Sur la scène internationale, Traoré choisit ses batailles avec soin. Il se rend peu à l'étranger. 2 voyages en Russie, pour des objectifs précis. Aucune tournée mondiale, aucune photo de classe avec les grandes puissances. Pendant que d'autres présidents africains posaient pour une photo collective avec Donald Trump à Washington, le président du Burkina était à Ouagadougou, au travail. Il s'en explique sans détour. Trump lui-même a dit « America first », l'Amérique d'abord. Alors Traoré applique le même principe, le Burkina d'abord. Si un déplacement ne sert pas directement les intérêts du peuple burkinabé, il n'aura pas lieu. Cette discipline politique tranche radicalement avec les habitudes des dirigeants africains, dont les agendas internationaux ressemblent parfois davantage à des tournées promotionnelles qu'à de véritables missions d'État. Sur la question palestinienne, sa position est d'une clarté rare sur le continent. Il reconnaît que l'Afrique, dans son ensemble, est incapable de parler d'une seule voix. Trop de dirigeants sont sous influence. Trop d'entre eux ont été formés, financés, installés par des puissances extérieures qui dictent encore leur agenda politique. Mais lui, personnellement, est sans ambiguïté. L'État palestinien existe et doit exister. Sans cela, cette guerre ne finira jamais. Il observe avec lucidité que l'Afrique elle-même est incapable de se mobiliser pour ses propres crises. 10 ans de guerre au Burkina, des millions de morts au Congo et sur le continent, un silence assourdissant. Comment, dans ces conditions, prétendre porter la voix d'autres peuples opprimés? Mais la question qui revient sans cesse, celle qui cristallise toutes les tensions, c'est celle de sa survie. En 2025 seul, plusieurs tentatives de coup d'État ont été déjouées. Les forces impérialistes, dit-il, ne désarment pas. Elles manipulent de l'intérieur. Elles utilisent les mêmes méthodes qu'en 1960, et un avec Lumumba, qu'en 1966 avec Nkrumah, qu'en 1987 avec Sankara. Et Traoré a étudié ces histoires. Il les connaît dans leurs moindres détails. Il sait que le premier devoir d'un révolutionnaire est de rester en vie pour continuer le combat. Alors il prend sa propre sécurité au sérieux. Pas en se cachant derrière des gardes du corps, mais en construisant une conscience collective au sein de ses forces armées, en formant lui-même certaines unités d'élite, en refusant que les soldats burkinabés soient formés par des puissances étrangères, qui leur inculqueraient d'autres valeurs, d'autres loyautés, d'autres obéissances. Il dit une chose qui peut sembler étrange, mais qui a une logique profonde. Les plus grandes armées du monde cherchent aujourd'hui à venir s'entraîner avec les soldats burkinabés, pour comprendre comment ils fonctionnent, comment ils tiennent face à une pression que peu d'armées ont connue, comment ils maintiennent un moral offensif malgré des conditions que d'autres qualifieraient d'impossibles. Et c'est peut-être là que tout se rejoint. D'un côté, un pouvoir ivoirien qui vacille dans le silence, dont le chef est invisible, dont les institutions semblent se préparer à une transition non dite. Un pays qui entre dans une année électorale avec une fragilité politique masquée derrière des communiqués officiels de plus en plus creux. De l'autre côté, un Burkina Faso qui sort du néant militaire, qui construit une armée, une industrie de défense, une conscience nationale et un modèle politique qui inspire des millions de personnes bien au-delà de ses frontières. Ces 2 trajectoires opposées dessinent une carte géopolitique nouvelle en Afrique de l'Ouest. Et cette carte est en train de se redessiner à une vitesse que beaucoup n'avaient pas anticipée.
Ibrahim Traoré termine ses 3 premières années de pouvoir avec une promesse simple et sans appel. La guerre finira. Le Burkina sera en paix. Les richesses du sous-sol profiteront au peuple burkinabé. Et ceux qui pensaient que ce jeune capitaine, ce petit capitaine comme certains l'appelaient avec mépris, n'irait pas loin. Ceux-là ont peut-être commis l'erreur politique la plus coûteuse de la décennie, en Afrique de l'Ouest, pendant que certains trébuchent dans leur palais doré, lui construit, brique par brique, cartouche par cartouche, homme par homme, et ils ne comptent pas s'arrêter.